tout le monde. Si vous êtes un tant soit peu amateur d'aviation comme moi, je suis sûr que vous avez déjà vu ces drôles de gros bébés. Des avions de course à l'allure pour le moins originale, à la réputation sulfureuse et portant un nom devenu mythique, les GB. Mais vous allez voir que ces drôles d'oiseaux emmenaient en fait avec eux toute une famille d'avions qui ont fini par avoir un autre surnom pas très flatteur, les pièges mortels. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter la courte mais néanmoins mouvementée aventure des GB et des Granville Brothers. Allez, c'est parti. Avec la Première Guerre mondiale, l'aviation a connu un véritable boom partout dans le monde. De retour chez eux, en effet, de nombreux pilotes et des mécanos, en manque de sensations fortes, ont commencé à monter leur propre cirque volant. Ces flying circus, comme on les appelait, offraient au public les spectacles aériens les plus fous jamais vus, en réalisant des acrobaties aériennes, en pulvérisant des granges avec les fameux barnstormers, ou encore en jouant les trompe-la-mort debout sur l'aile de leurs avions. Mais quand vous mettez un engin motorisé entre les mains de quelqu'un en recherche d'adrénaline, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que la première chose qu'il va faire, c'est commencer à essayer de le piloter le plus vite possible, et de préférence en se tirant la bourre avec plein d'autres furieux comme lui. En France, on avait déjà depuis le début du siècle la coupe Dutch de la Meurthe et la coupe Schneider qui, elle, était réservée aux hydravions. Pour la petite anecdote, elle sera remportée par le célèbre Jimmy Doolittle en 1925, et en 1931, la coupe Schneider sera remportée par le Supermarine S6B, qui atteindra la vitesse record de 655 km/h, et dont sera directement dérivé plus tard le fameux Spitfire. Et forcément, aux États-Unis, on ne voulait pas rester à la traîne. C'est comme ça qu'on verra naître les National Air Race, qui comprenaient des courses d'endurance, comme par exemple le trophée Bendix, une course de plusieurs milliers de kilomètres à travers le pays, dont la première édition sera remportée par Jimmy Doolittle, encore lui. Mais il y avait aussi des courses en circuit fermé de 16 km autour de pylônes de 15 mètres de haut et qui se déroulaient sur l'aéroport de Cleveland. Et toutes ces courses, ça va donner des idées à 5 frangins férus de mécanique et d'aviation. L'histoire des frères Granville commence donc à la fin des années 20. Zandvoort Granville, décrit comme un ingénieur autodidacte, a déménagé à Boston pour ouvrir un garage automobile à l'âge de 19 ans. Mais quelques années plus tard, en 1925 exactement, il obtient aussi sa licence de pilote après avoir attrapé le virus de l'aviation. Une fois sa licence en poche, il a commencé ensuite à passer de plus en plus de temps à l'aéroport et à utiliser ses compétences de mécano pour réparer les avions des autres. Il a ensuite emmené son frère Tom pour s'occuper du garage automobile afin que lui puisse travailler à temps plein à l'aéroport, et finalement, il a ouvert un atelier de réparation d'avions avec un autre frère, Edward, en 1927. Leur premier atelier a d'ailleurs été construit sur un châssis de camion parce qu'il n'avait pas été autorisé à construire une structure permanente sur l'aéroport d'East Boston. Après avoir fait cela pendant 1 an ou 2, Zandvoort a réuni tous ses frères, Ed et Tom qui étaient déjà là, mais aussi Mark et Robert, et ensemble ils ont décidé de créer leurs propres avions en utilisant leur connaissance des faiblesses des avions pour concevoir de nouveaux avions qui seraient plus solides et bien plus avancés. Et c'est Zandvoort lui-même qui créera le nom et le logo de la nouvelle société appelée GB Airplanes, d'après les initiales des Granville Brothers. Le 3 mai 1929, leur premier biplan, le GB Model A, sort du hangar à 5h30 du matin. Ils avaient à peine fini de le monter la veille au soir pour que personne ne puisse l'observer dans son intégralité. Après un premier vol réussi, ils vont commencer à utiliser l'avion pour faire des démonstrations et rassembler des fonds pour poursuivre leur travail. Ils ont donc envoyé des lettres aux aéroports de toute la Nouvelle-Angleterre pour trouver quelqu'un prêt à financer et à héberger leurs recherches. Et ce sont les frères Tate de Springfield, dans le Massachusetts, qui vont répondre les premiers à leur demande. En effet, ces frères possédaient une fabrique de crème glacée et ouvraient aussi une piste d'atterrissage à côté de leur usine. Ils avaient été impressionnés par la société GB Airplanes et ils les ont naturellement invités à déménager leur entreprise sur leur piste d'atterrissage de Springfield. Mais malheureusement, avec la Grande Dépression qui ruinait le pays, les avions ne se vendaient pas. Alors pour survivre, les frères Granville vont décider de se lancer dans la production d'avions de course pour espérer vivre grâce à l'argent des prix remportés. Bon, on a connu plus solide comme plan de carrière, c'était plutôt ambitieux, mais pourquoi pas. Bob Hall, l'ingénieur en chef de GB Airplanes, a donc été chargé par Zandvoort de concevoir un avion de course pour le Cyrus American Derby de 1930, la plus longue course aérienne jamais réalisée, une course de presque 9000 km qui a duré 11 jours. Propulsé par un moteur Cyrus de 90 chevaux, le Model X avait une vitesse de pointe de 300 km/h et a terminé deuxième de la course, remportant au passage 7000 $, une somme considérable pour l'époque qui représente environ 125 000 $ d'aujourd'hui. De ce Model X seront ensuite dérivés les modèles Sportster B, C, D et E, reprenant la même architecture mais avec différents types de motorisation. Viendra ensuite le modèle Y qui sera celui qui leur rapportera le plus d'argent. C'est à ses commandes d'ailleurs que Maud Tate a remporté le trophée Aérol de 1931,
a établi le record féminin de vitesse en parcours fermé et a aussi remporté le trophée de vitesse Shell Oil pour les femmes. L'appareil a aussi participé aux courses pour le trophée Thomson de 31 et 33, en se classant respectivement 4e et 5e. Les frères Granville vont ensuite décider de jeter leur dévolu sur les prix en argent des National Air Race qui accueillaient jusqu'à 50 000 personnes par course. Seulement voilà, la prochaine course devait avoir lieu à peine 6 semaines plus tard. Ils vont donc commencer à concevoir le GB Model Z Super Sporter avec un seul objectif en tête, aller vite et gagner des courses. Pratt & Whitney leur a donc prêté un moteur Wasp Junior doté d'une puissance allant jusqu'à 535 chevaux, et aussi fou que cela puisse paraître, en 6 semaines à peine, leur appareil était fin prêt. La philosophie de leur avion était assez simple d'ailleurs, faire l'appareil le plus puissant possible, avec une forme de goutte pour une meilleure aérodynamique, 2 ailes, un empennage, et un fuselage à peine assez long pour accueillir son pilote et un réservoir afin de gagner un maximum de poids. Et avec cette formule, le GB-Z remportera le trophée Thomson dès 1931, en se classant premier sur chacune des 5 courses auxquelles il a participé. Il rapportera des dizaines de milliers de dollars et établira un record américain de vitesse à 430 km/h. Malheureusement, le 5 décembre 1931, Howell Baves, qui tentait de battre le record du monde de vitesse, s'est écrasé dans une boule de feu après la rupture de son aile droite. Mais ne croyez pas que cela va dissuader les 5 frères de construire d'autres avions pour autant, puisqu'ils vont vite revenir en lice avec leurs modèles R1 et R2. Les 2 gros super sporteurs construits ensuite par les Granville Brothers arboraient sur leur carlingue le rêve de tous les joueurs, le dessin d'une paire de dés avec le 7 et le 11. Mais ces 2 appareils qui sont devenus mythiques aujourd'hui vont se révéler être aussi les appareils les plus dangereux qui aient jamais été pilotés en grande partie à cause du couple de renversement énorme produit par leurs énormes moteurs en étoile sur un si petit appareil. La première version du R1, appelée Bobtail, avait une dérive réduite au minimum et de tout petits ailerons qui rendaient l'appareil particulièrement instable et difficile à piloter. Mais après quelques modifications, le R1 était enfin prêt et gagnera lui aussi le trophée Thomson en 1932 avec aux commandes Jimmy Doolittle bien sûr, qui se permettra même de prendre un tour à tous les autres concurrents en effectuant un départ canon et en prenant tous les virages plein gaz. L'avion était tellement puissant et rapide qu'il pouvait se permettre de prendre les virages très larges, ce qui aurait été une perte de temps pour n'importe quel autre avion, mais pas pour le GB. Il ira ensuite battre le record du monde de vitesse et atteindra les 476 km/h lors du Shell Speed Dash. Officiellement, Doolittle déclarera aux journalistes, je cite, « C'est l'avion le plus doux que j'ai jamais piloté. Il est parfait à tous les égards et le moteur est excellent. Il n'a jamais fait défaut un seul instant. Je pense que cela prouve que les frères Granville de Springfield construisent les meilleurs avions de course en Amérique aujourd'hui. » Mais en privé, Doolittle était bien plus préoccupé qu'il ne le laissait entendre par la stabilité du supersporteur. « J'ai pu dire dès le premier instant que c'était un avion délicat et probablement imprévisible. Je n'avais pas confiance en ce petit monstre. Il était certes rapide, mais voler avec, c'était comme tenir en équilibre un crayon ou un cornet de glace sur le bout de son doigt. Vous ne pouviez pas lâcher votre main du manche un seul instant, et je ne savais pas quel angle d'inclinaison serait le plus sûr à chaque virage sur un pylône. » Il faut dire aussi qu'il avait failli y laisser la vie lors de sa prise en main avant la course. À Cleveland, pour s'exercer à contourner les pylônes, il a fait monter l'appareil à 1500 mètres au lieu des 80 mètres habituellement pratiqués dans les courses en circuit fermé. Et il racontera après la course « Il est heureux que j'ai eu cette idée. L'engin m'a fait 2 tonneaux avant que je puisse reprendre le contrôle. Si je m'étais exercé plus près du sol, je serais sans doute mort. » Finalement, Doolittle abandonnera prudemment la course aérienne quelques semaines plus tard. Son expérience de cet appareil, surnommé le piège mortel, l'ayant convaincu que ce genre de compétition coûtait trop cher en matériel, mais surtout en vie humaine. D'ailleurs, le R1 a acquis rapidement une réputation d'avion dangereux jusqu'au jour où, au cours de la course du trophée Bendix de 1933, le pilote de course Russell Boardman se tua aux commandes du numéro 11. Le R1 a ensuite été réparé, mais avec une extension de fuselage de 460 mm et les ailes d'origine du R2 qui avaient été retirées en février 1933 lorsque de nouvelles ailes avec volets furent construites et installées, créant ainsi le Longtail Racer. Malheureusement, cet avion va lui aussi s'écraser lors d'un incident de dépassement à l'atterrissage peu après sa construction, et heureusement pour lui, Roy Minor, le pilote, ne sera que légèrement blessé. Malgré tout, même si les dégâts n'étaient pas très graves, il ne restait plus assez d'argent aux frères Granville pour les réparations. Le Longtail Racer a donc été vendu en l'état à Cecil Allen, qui l'a renommé Spirit of Right. Il a ensuite construit une toute nouvelle aile avec un profil aérodynamique différent et a ajouté un nouveau réservoir de carburant pour la course longue distance du trophée Bendix. Pete Miller, un ancien ingénieur de la GB Airplanes, a écrit à Allen pour l'avertir de ne jamais mettre de carburant dans ce réservoir supplémentaire, car cela déplacerait le centre de gravité et rendrait l'avion beaucoup trop lourd pour pouvoir voler correctement. En 1935 pourtant, Allen a voulu commencer la course du trophée Bendix de Burbank à Cleveland, soit 3288 km,
avec tous les réservoirs pleins. Et sans surprise, eh bien, il s'est vautré dans le brouillard matinal, s'est écrasé dans un champ juste au-delà de la piste et a été tué sur le coup. Malgré tout le combustible, il n'y a pas eu d'incendie, mais l'avion n'a jamais été reconstruit. Le modèle R2, lui, avait justement été spécifiquement construit pour les courses longue distance, avec 2 fois plus de carburant que le R1, mais un moteur moins puissant, équivalent à celui du modèle Z, ce qui lui donnait une forme un peu plus profilée et une meilleure stabilité. Malheureusement pour lui, eh bien, il ne marquera pas l'histoire, ne remportera aucune victoire et finira même par être détruit encore une fois dans un crash qui blessera son pilote. Malgré de nombreuses victoires en course, les frères Granville vont finir par se retrouver à court d'argent et leur entreprise fera faillite en 1934, après seulement 5 années d'activité. Mais avant ça, eh bien, ils tenteront quand même un dernier barou d'honneur avec le GB R6 International Super Sporter. Conçu sur le même principe que les R1 et R2, il mesurait 3 mètres de plus en longueur pour intégrer de nouveaux réservoirs et participer à des courses d'endurance. Mais après la faillite de 1934, eh bien, l'appareil sera finalement vendu et passera de propriétaire en propriétaire et ne remportera lui non plus aucune course malgré de nombreuses modifications. Son dernier pilote, Francisco Sarabia Tinoco, l'avait acheté en septembre 1938 et l'avait repeint en blanc brillant avec une bande rouge sur le fuselage et l'avait renommé pour l'occasion Conquistador del Cielo. À son bord, il établira quand même un record de vitesse entre Mexico et New York sans escale en moins de 11 heures. Malheureusement, eh bien, il finira lui aussi par s'écraser lors de son vol retour. Son moteur est tout bêtement tombé en panne à cause d'un chiffon huileux aspiré dans l'admission du carburateur et il a plongé directement dans la rivière Potomac, tuant encore une fois son pilote sous les yeux de sa famille. L'épave de son avion a ensuite été récupérée et ramenée à Mérida dans le Yucatan, où elle a été placée dans un musée qui porte le nom de Francisco Sarabia après sa restauration. C'est le seul avion GB de course encore existant aujourd'hui. Durant leur courte carrière, les frères Granville tenteront quand même de produire autre chose que des avions de course. On notera par exemple le modèle Q appelé Ascender, un appareil d'étude aérodynamique léger en configuration dite canard, un petit peu old school en fait. Zandvoort a déclaré que ce n'était pas un bel avion mais qu'il volait plutôt bien. Pourtant, eh bien, lors d'un vol ultérieur avec son frère Marc Granville aux commandes, l'Ascender est entré dans une vrille irrécupérable et a tourné en spirale vers le sol avant de s'écraser. Marc a survécu, mais l'avion lui a été détruit. En 1933, les garçons de Granville ont conçu aussi une voiture de course à 3 roues et l'ont baptisée Atlanta. Le dessin a probablement été influencé par les qualités aérodynamiques des avions GB, dont les gros fuselages étaient effilés jusqu'à un point au niveau de la queue. Les dérives verticales, elles, devaient probablement aider à donner plus de stabilité à la voiture à grande vitesse. Les 5 frères ont même tenté d'inscrire leur voiture aux 500 miles d'Indianapolis de 1934, mais pour des raisons inconnues, les responsables de la course d'Indy n'ont pas accepté l'Atlanta comme concurrent. À la limite, on peut comprendre pourquoi. Enfin, alors que les années 30 approchaient du milieu de la décennie, les frères Granville prévoyaient une flotte d'avions de transport commerciaux. Les premiers devaient être le Forster, un avion à 4 places, suivi par le Sixter, je vous laisse deviner combien de sièges, et enfin le Eightster, qui aurait été le summum de la gamme des avions GB. Mais hélas, eh bien encore une fois, la Grande Dépression a mis un terme à l'entreprise commerciale des Granville et à l'ensemble de l'exploitation en raison du manque d'actifs et la société a définitivement sombré dans la faillite en 1934. Les avions à 4 et 6 places n'ont jamais quitté la planche à dessin et le Eightster était en construction lorsque l'entreprise a dû fermer ses portes. Finalement, les 5 frères n'auront produit au total que 25 avions au cours de leurs 5 années dans le secteur de l'aviation, dont 9 modèles A et 2 avions de test, et seuls 2 avions GB originaux ont survécu jusqu'à nous. Il y a un modèle A dans le musée de la Connecticut Aeronautical Historical Association, et le second, eh bien justement, c'est le modèle R6 Conquistador del Cielo, exposé dans le musée mexicain. Tous les autres modèles existants dans différents musées ne sont en fait que des répliques en bois ou en fibre de verre. Dans l'ensemble, le bilan des accidents des avions GB était exceptionnellement élevé. 15 accidents et 10 morts en très peu de temps, dont Zandvoort Granville lui-même en 1934 à bord du modèle E qu'il convoyait vers son futur propriétaire, leur valant définitivement la réputation de piège mortel. Aujourd'hui, malgré la courte existence de la GB Airplanes, eh bien, je suis toujours content de voir que ces appareils n'ont jamais été oubliés, que ce soit grâce à leur palmarès, à leur bout si sympathique et original de gros poussins, ou à cause de leur réputation d'avions un petit peu maudits qui ne cherchaient qu'à tuer leurs pilotes. En tout cas, eh bien, j'espère aussi vous avoir fait découvrir qu'il y avait 5 frères derrière cette aventure, et que les R1 et R2 si populaires n'ont pas été les seuls projets portés par cette famille de passionnés. Allez, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Si vous voulez soutenir la chaîne, mettez un petit pouce en l'air, ça coûte rien. Ou allez donner un petit tip sur ma page Tipeee que je viens d'ouvrir, ça me permettra peut-être d'améliorer mon matériel. Et en attendant, eh bien, on se retrouve ici la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!